Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Atelier de la transformation RH. Merci d'avoir été si nombreux à exprimer votre intérêt pour ce premier atelier dans ce nouveau format. Nous allons aujourd'hui et pendant 2 heures tenter d'apporter une réponse à une question qui est au cœur de notre quotidien à tous. Comment accompagner au mieux les managers et les agents de la fonction publique dans le déploiement du télétravail? Je suis Sébastien Vernet du cabinet de conseil SIA Partners et nous allons avoir le plaisir avec mes collègues de modérer les échanges de cet atelier en plénière et aussi en sous-groupe. Pour introduire l'événement, je vous propose sans plus attendre d'écouter Nicolas de Saussure, qui est chef du service pilotage des politiques de ressources humaines de la DGFP et qui souhaitait vous adresser quelques mots à l'occasion du lancement de ce nouveau cycle d'ateliers. Bonjour à toutes et tous, je suis aujourd'hui très heureux de vous accueillir nombreuses et nombreux pour ouvrir ce premier atelier de la transformation RH organisé par la DGFP en qualité de DRH de l'État. Vous le savez, nous sommes aujourd'hui collectivement engagés depuis maintenant 15 mois dans la mise en œuvre d'une transformation importante de la fonction publique. C'est celle qui résulte de la loi du 6 août 2019 et qui en a fixé le nouveau cadre. L'action de la DGFP pour accompagner ces évolutions, elle repose sur 2 piliers. D'une part, la production réglementaire qui a permis l'entrée en vigueur depuis son adoption de la quasi-totalité des dispositions de la loi. Et d'autre part, ce qu'on fait aujourd'hui, l'échange entre professionnels. C'est pour favoriser ces échanges que la DGFP a mis en place plusieurs espaces de dialogue, formels ou informels, qui nous permettent, professionnels des ressources humaines, de nous rencontrer, de partager nos pratiques et d'innover collectivement. Vous connaissez tous, je crois, l'école du management et des ressources humaines. C'est un réseau de professionnels d'échange et de réflexion. Les ateliers de la transformation RH que nous initions avec vous aujourd'hui viendront décliner la dynamique de l'EMRH au service de la transformation publique. Ils s'appuieront sur l'échange et le partage d'expériences et sur des expertises extérieures au sein non seulement du privé, comme nous le faisions avec les ateliers publics-privés il y a quelques temps, auxquels certains d'entre vous d'ailleurs ont peut-être pu participer, mais aussi plus largement avec d'autres administrations. Parce que l'échange, en fait, se nourrit aussi des pratiques de nos homologues européens et internationaux, en particulier avec nos plus proches voisins. Je tiens à remercier tout particulièrement aujourd'hui nos homologues du service public fédéral du Royaume de Belgique, avec lesquels nous entretenons une coopération soutenue, et notamment Madame Christine de Coninck, qui interviendra aujourd'hui. Les ateliers de la transformation RH seront organisés chaque mois au niveau national, ou à partir de 2021 à l'échelle d'un territoire et grâce à un partenariat renforcé avec les PFRH en région. Ils viendront ainsi accompagner la territorialisation de nos politiques de ressources humaines et les évolutions en cours de l'administration territoriale de l'État. 4 thèmes qui font l'actualité de nos politiques RH seront au cœur de ces ateliers pour les prochains mois. Je les cite, le recrutement et l'attractivité, la mobilité et la gestion des parcours professionnels, la transformation numérique et l'évolution des collectifs de travail. Vous voyez qu'on est au cœur des grandes problématiques. Je ne peux parler de transformation RH sans revenir sur la crise sanitaire que nous vivons depuis quelques mois et qui nous a forcés à questionner tous nos pratiques pour maintenir cette logique de partenariat dans cette période un peu particulière. Dès le printemps, la DGFP a proposé des réunions à distance et 2 EMRH en ligne qui ont rencontré un plein succès. Vous voici ainsi devenus des experts des webinaires et autres visioconférences malgré de nombreuses adaptations techniques. Nous expérimentons aujourd'hui avec vous un nouveau format, l'atelier collaboratif en distanciel, et on va essayer de prouver que c'est possible. Échange et distance, cette formule qu'il n'y a pas si longtemps nous aurions qualifiée d'oxymore, fait aujourd'hui l'écho d'un thème, celui qu'on a choisi, comment accompagner au mieux les managers et agents de la fonction publique dans le déploiement du télétravail. Le télétravail est entré dans nos pratiques et on sait que la période actuelle fait qu'il se développe très fort. Pour rappel, il y a quelques mois, il était de 7% des agents de la fonction publique. Je vous renvoie aux dernières déclarations de la ministre sur son développement. Sa pratique est aujourd'hui doublement renouvelée. Premièrement, par un nouveau cadre juridique qui a été clarifié à la suite de la loi de transformation de la fonction publique et du décret du 5 mai 2020 qui l'a formalisé. Celui-ci introduit de nouvelles modalités pour l'exercice du télétravail en assouplissant pour l'agent comme pour son administration les conditions de recours au télétravail, en permettant ainsi de mieux concilier les impératifs de la continuité du service public avec la vie privée.
Seconde évolution, évidemment, sa pratique renforcée depuis le début de la crise sanitaire qui a permis de tester de nouvelles organisations, de nouveaux outils, mais aussi d'identifier des difficultés, on en a tous rencontré au quotidien, que nous devons résoudre collectivement pour progresser ensemble, en partageant nos diagnostics et les solutions déployées pour accompagner ces évolutions. Avant de laisser la place aux échanges, j'attire votre attention sur les ressources de la DGAFP que nous complétons et actualisons régulièrement à votre disposition pour vous accompagner dans le déploiement du télétravail. Je mentionnerai quelques aspects, notamment nos publications récentes, le guide dont vous avez tous entendu parler, télétravail et travail en présentiel, qui vous offre des repères pour vous accompagner dans l'amélioration continue de la pratique du télétravail et l'articulation présentielle-distancielle notamment, et ce guide connaîtra des évolutions. D'autre part, le livret de restitution de l'EMRH du 19 juin 2020, qui avait rencontré un plein succès lui aussi, le manager public à l'épreuve, nouveaux défis, nouvelles compétences. Autre exemple qu'on peut citer, le guide Manager dans un contexte post-Covid-19 du réseau des conseillers en organisation du travail et conduite du changement, conseillers que vous connaissez qui sont positionnés notamment dans les PFRH. Je vous remercie et vous souhaite un bon atelier. Encore une fois, vous êtes très nombreux à y participer et on ne peut en augurer que des échanges extrêmement fructueux sur lesquels nous saurons capitaliser. Alors, comme l'évoquait à l'instant Monsieur de Saussure dans son intervention, cet atelier s'inscrit plus largement dans le cycle des événements organisés par l'EMRH, l'École du Management et des Ressources Humaines de la DGAFP, avec un souhait plus spécifiquement dans ce nouveau format de mettre l'accent sur les échanges, le partage d'expériences et le partage de bonnes pratiques. Ces échanges entre pairs sont bien sûr primordiaux et vous semblez partager ce constat, hein, puisque vous étiez 95% à avoir indiqué dans le questionnaire qu'on vous avait envoyé en amont de cet événement, a indiqué que vous souhaitez bénéficier de partage de pratiques dans le cadre de ces ateliers. Bien sûr, ce sujet du télétravail et de son accompagnement est au cœur de notre quotidien et de nos préoccupations. Avec la crise sanitaire et le premier confinement en particulier, nous avons toutes et tous dû apprendre de façon accélérée à travailler de chez nous, à utiliser des outils collaboratifs, puis à ne plus voir nos collègues et nos équipes au quotidien. Donc, au-delà des outils et des pratiques, ce sont nos modes d'organisation, nos manières de collaborer, nos manières aussi d'encadrer, et plus largement notre qualité de vie au travail dans son ensemble qui a été transformée par le contexte. C'est un changement qui a été d'autant plus brutal que le télétravail était finalement assez peu pratiqué dans l'administration. Monsieur de Saussure le rappelait à l'instant, moins de 7% des agents des administrations centrales de l'État y avaient recours avant le confinement. Alors bien sûr, on espère tous que la situation sanitaire s'améliorera au plus vite et que nous allons pouvoir retrouver une vie plus normale. Mais ce qui est certain, c'est que le télétravail, dans une forme bien sûr différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, moins généralisée, plus volontaire, même plus sereine, ce télétravail-là, il est là pour longtemps. En effet, ça répond à pas mal d'évolutions de la société, le développement des outils digitaux qu'on connaît tous maintenant très bien, la flexibilité croissante des temps et des espaces de travail, et puis plus largement les aspirations d'une grande partie des travailleurs français. Tout ça laisse à penser que cette pratique est vouée à perdurer et à se développer encore davantage, au-delà bien sûr du contexte sanitaire inédit que nous vivons. Et donc, de notre point de vue, l'enjeu, c'est pas uniquement de permettre aux agents de continuer à travailler comme avant en télétravail, mais bien de mettre à profit cette nouvelle forme d'organisation et sa généralisation pour transformer nos façons de faire et nos habitudes pour devenir aussi plus efficaces, puis aussi faire évoluer notre modèle de management et notre mode de travail. Et justement, pour rentrer dans le vif du sujet, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous ce matin Christine Deconinck, qui est manager RH au sein du service public fédéral stratégie et appui du Royaume de Belgique, qui est un équivalent de la DGAFP pour l'administration fédérale belge, une administration voisine, bien sûr amie, et qui a un temps d'avance sur la France sur la question du télétravail, puisqu'ils étaient déjà 80% des agents à pratiquer le télétravail de manière occasionnelle avant la crise sanitaire, et qu'aujourd'hui 95% des agents de cette administration travaillent à temps complet depuis leur domicile. Alors, Madame Deconinck, je vous laisse la parole pour nous présenter votre retour d'expérience sur ce que vous avez mis en place avant la crise, mais également pendant la crise. Et à tous les participants, je vous invite fortement à poser toutes vos questions dans le chat. Donc, Christine va faire une présentation d'une quinzaine de minutes.
Donc, on vous invite à poser vos questions au fil de l'eau et puis on gardera 15 minutes à l'issue de la présentation pour pouvoir apporter des réponses. Madame de Coninck, je vous laisse la parole et à nouveau, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour cet événement. D'accord, merci d'être votre invité. Donc, je vais vous dire aussi à tous que ma langue maternelle est le néerlandais, mais je vais faire mon mieux que de vous présenter ceci en français correctement. Alors, qu'est-ce que moi je vais vous en dire plus aujourd'hui? Je vais vous en dire plus sur l'organisation du télétravail aux services publics fédéraux en Belgique et plus particulièrement sur l'organisation dont moi je fais partie, donc sur le service public fédéral stratégie et appui. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans le premier diapositive qu'on va vous montrer? En fait, ici, et Sébastien en a déjà parlé aussi, hein, ça c'est un extrait de notre rapport annuel de 2019, donc c'est avant la crise sanitaire, et vous voyez déjà que plus de 80% de nos collaborateurs faisaient du télétravail. Alors, je vais vous dire tout de suite, hein, parce que j'ai entendu votre pourcentage de 7%, ce n'est pas le cas dans tous les services publics fédéraux. Hein. On a un taux assez élevé parce qu'on est un peu innovateur et on pilotage sur ce sujet-là. Alors, la deuxième chose que je veux vous montrer sur ce slide, c'est qu'on a économisé sur l'espace de mètres carrés qu'on occupe. Et ça, c'est aussi parce que, dû à l'introduction du télétravail, on occupe moins d'espace et on a seulement une occupation de 85% qui est possible dans nos locaux. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il y a un cadre juridique et qu'il y a assez de réglementation pour que le télétravail puisse se faire. Alors, le télétravail n'est pas nouveau non plus en Belgique. Donc, depuis 2006, on a un arrêté royal, mais cet arrêté, c'était possible de fixer des jours fixes de télétravail ou incidentels. Mais il y a eu un changement très important en 2017 et là, on a créé un arrêté royal où le télétravail était possible, mais sur base volontaire. Et là, ça a été créé que c'est un maximum de 3/5 de son temps, mais sur base annuelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En concret, ça veut dire on peut faire 2 semaines de suite le télétravail à 100%. Alors, la semaine après, un jour de télétravail, 2 semaines pas de télétravail, mais sur la base annuelle, un maximum de 3/5 de son temps pouvait être consacré au télétravail. Alors, avec la crise sanitaire, en ce moment, cette limite de 3/5 a été annulée par le ministre. Alors, pour revenir à cette loi qui est d'application pour tous les agents fédéraux, nous, on a créé dans notre propre organisation un règlement de travail ensemble avec les syndicats et là, on a indiqué des principes comment alors implémenter ce télétravail. Alors, et ce qui est très important, et ces principes dont je vous parle maintenant, ils se retrouvent donc formellement dans un règlement de travail et ils ont été fortement discutés avec les syndicats aussi. Alors, pour nous, comme organisation, c'est très important que le service aux clients et que le bon fonctionnement de notre organisation est garanti. Et donc, pour cela, on demande le télétravail. Ce n'est pas un droit absolu. Si on a un besoin que vous venez au bureau, alors ça prime sur le droit d'être au télétravail. Voilà. Évidemment, ces principes-ci ont été créés avant le Covid. Hein, ça doit être clair aussi. Alors, le deuxième principe important est qu'il y ait une responsabilité pas seulement de l'employeur, mais aussi de l'employé et aussi entre collègues pour s'organiser que le télétravail sait se faire. Donc, il faut garantir dans certains services une permanence et donc c'est entre collègues qu'ils doivent prendre des mesures ou des, oui, comment on dit ça, que ça puisse se faire. De l'autre côté, nous, on demande comme employeur qu'il y a quand même encore assez de temps qui est prévu pour venir au bureau parce que le contact et la collaboration avec les collègues est nécessaire aussi. Alors, on demande à tout le monde de bien mettre dans son Outlook
quand est-ce qu'on est disponible, quand est-ce qu'on est au télétravail. Alors, la dernière chose, et ça a été un point avec les syndicats qui a été relevé beaucoup, c'est qu'il doit avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Parce que quand on fait du télétravail, en fait, ça commence à se mélanger de plus en plus et les limites doivent être quand même veillées que les gens ne travaillent, je vais dire, peut-être pas trop ou qu'il y a quand même une certaine balance qui est garantie. Alors, on a aussi introduit le principe, vous avez le droit de vous déconnecter. Donc, on n'a plus des plages fixes, nous, pour travailler, mais il faut quand même voir que les services aux clients sont garantis dans un horaire acceptable, je vais dire ça comme ça. Mais chez nous, c'est bien possible que l'après-midi, vous allez chercher vos enfants, il n'y a personne qui va dire quelque chose là-dessus, parce que c'est à vous de voir comment organiser votre temps de travail et comment obtenir vos objectifs. Alors, quelque chose qui va de soi, c'est qu'on a besoin du matériel nécessaire pour travailler à la maison et durant la période Covid, il y a du matériel extra qui a été délivré. De l'autre côté, il faut aussi les outils de communication nécessaires, hein, parce que, allez, ça semble logique, mais c'est quand même quelque chose un grand défi pour notre service TIC, hein, pour s'organiser et nous fournir que tout le monde a de l'Outlook, le Teams, qu'il y a une plateforme de SharePoint, que tout le monde sait partager les documents. Alors, je vous ai parlé qu'on a fait une économie sur les surfaces. Alors, nous, on travaille dans des bureaux open space, hein, et le grand changement qu'il y a eu, il y a quand même eu un changement culturel quand on a introduit le télétravail, parce que la raison pour laquelle les gens viennent au bureau sont différents. Ils viennent beaucoup plus pour collaborer, pour se voir, et donc on a dû adapter notre aménagement des bureaux et créer des bubbles, beaucoup plus des espaces de réunion. Alors, quand on vient au bureau, hein, il faut aussi, parce que, allez, c'est vite dit, oui, vous pouvez venir, c'est des espaces ouverts, hein, mais il n'y a plus de place fixe, il n'y a plus de téléphone, tout se passe digitalement et c'est aussi une nouvelle manière de travailler aussi ensemble au bureau. Et on a fait une charte avec des principes. Comment est-ce qu'il faut maintenant travailler au bureau? Comment est-ce qu'il faut collaborer avec alors les gens qui sont en télétravail sans déranger les autres? Et pour ça, on a fait une charte Bible. C'est une fois intéressant de le lire après, mais je vais continuer. Oui. Alors, le contexte à ce jour, et Sébastien l'a déjà dit, on travaille, on est obligé en ce moment en Belgique de télétravailler à 100% pour les fonctions qui sont télétravaillables. Alors, le gouvernement a pris des mesures spécifiques aussi pour des gens qui n'ont pas de fonctions télétravaillables et des mesures quand les écoles ferment et tout cela. Et l'autre chose qu'ils ont explicitement mis dans une circulaire, c'est que les chefs doivent tenir compte, quand ils vont faire les évaluations des gens, des contextes spécifiques de télétravail dans lesquels ils ont dû travailler. Et donc, avec la fixation et l'évolution des atteintes des objectifs, les chefs doivent tenir compte de ça. Une autre chose qui est ressortie, c'est qu'on a créé des groupes de focus avec les dirigeants parce qu'on avait beaucoup de questions des dirigeants, mais comment est-ce qu'on doit fonctionner, gérer une équipe à distance et comment est-ce qu'on doit faire cela? Et ils rencontraient pas mal de problèmes avec cela et pour cela, on a fait online, ou on a créé online des groupes de focus et je vais vous parler maintenant de ce qui est ressorti ou le résultat de ces groupes qu'on a fait. Alors, ce qui est ressorti comme difficulté ou problématique, hein, et je vous dis tout de suite, on n'a pas encore une solution de ceci parce que ces groupes ont eu lieu en octobre et début novembre. Hein. Un grand part du dirigeant disait qu'il y a un problème de cohésion de leur équipe. C'est assez difficile et ça demande beaucoup d'efforts d'avoir des contacts
informel, mais aussi formel. Parce que souvent, on commence tout de suite avec les réunions, on ne demande pas comment est-ce que ça va, comment vous vous sentez. Donc, ça devient très organisationnel et très sec. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on doit aller prendre l'attention. Aussi pour qu'il y a le dynamisme qui reste dans l'équipe et que ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle et que c'est très, oui, comment on dit ça, productif. Ça doit être productif évidemment, mais la partie humaine est quand même très importante aussi. L'autre chose qui ressort de cette réunion est que, en fait, c'est ressenti que c'est vraiment une surcharge des courriels qu'ils reçoivent, des réunions à distance et que ça devient très, très, très dur de encore prendre de la distance ou même d'avoir du temps pour de ne pas tout le temps être online et derrière son ordinateur ou à son téléphone. Donc, ça, c'est quand même quelque chose, la communication qu'il faut tenir compte. Alors, je viens déjà de dire, en fait, la collaboration, les chefs ont dit aussi, ils rencontrent le plus de difficultés pour gérer des projets. Parce que gérer des projets à distance, c'est vraiment pas facile. Alors, il faut quand même aussi prendre le temps pour, par exemple, créer des réunions de brainstorming. Parce que c'est surtout où la créativité et l'innovation doivent aller apparaître ou doivent être vécues que là, ils rencontrent des difficultés. Alors, encore quelque chose, l'équilibre entre travail et privé. Beaucoup de dirigeants, mais aussi de collaborateurs, ressentent qu'ils doivent être tout le temps disponibles et immédiatement disponibles. Quand quelqu'un envoie un email, quand ils sont appelés, tout le monde croit que tout le monde est toujours derrière son ordinateur. Et la dernière chose, c'est l'intégration des nouveaux employés. Dans des équipes à distance, ça demande quand même une approche spécifique. Alors, on a fait une enquête en juin-juillet dans les 10 grandes organisations fédéraux sur le télétravail. Et il y avait plus de 13 000 collaborateurs qui ont répondu. Et moi, je tiens à vous en fait dire les grandes lignes ou résultats qui sont en ressortis. Alors, plus de 70% des répondants disent que le télétravail idéal pour eux, c'est 2 à 3 jours par semaine. Et il n'y a pas de différence en résultat, ni par fonction, ni par sexe, ni par âge. Alors, il y a encore des autres points clés qui sont ressortis de cela. En fait, on a aussi demandé sur la charge du travail et en fait, la moitié disent que la charge du travail, quand ils font du télétravail, reste la même chose, mais 30% disent que la charge du travail a augmenté. Et c'est parce qu'ils ont reçu plus de tâches à effectuer. Alors, 90% de nos correspondants croient que, dû à la crise sanitaire, en fait, ça aura quand même un impact sur le télétravail après. Parce que en Belgique, pour les fonctions qui étaient télétravaillables, on était à 1 jour par semaine en moyenne dans les services publics. Alors, on est maintenant à 5 jours, donc, mais ils y croient qu'on va arriver à un nombre de jours de télétravail plus élevé. Alors, les gens attendent aussi qu'il y a une plus grande attention qui va être donnée au bien-être. Et bien-être, ce n'est pas seulement l'ergonomie, mais c'est aussi, en fait, le bien-être mental. Alors, il y a aussi, quand on parle qu'est-ce qu'il manque, alors plus que 67% manquent en fait le contact avec leurs collègues et 30% manquent les moments de réunion physique. Alors, je veux clôturer avec en fait les perspectives parce que en fait notre nouvelle ministre de fonction publique, Madame Petra de Sutter, elle a déjà dit dans sa politique la semaine passée qu'elle veut une généralisation après le Covid de en moyenne 2 jours de télétravail pour tous les fonctionnaires publics.
Alors, mais pour que ça sera implémenté, il faut quand même sur 3 grands piliers qu'on fasse attention ou qu'on réfléchit. Le premier pilier, c'est l'espace de travail. Comment est-ce qu'il doit être instauré, installé et quelle forme de logistique est-ce qu'on doit alors encore délivrer. Et par exemple, je vous donne un exemple très concret. On reçoit maintenant la question, est-ce que les abonnements lieu de travail et à la maison, hein, le trajet donc, hein, est-ce qu'on doit continuer à le payer à 100%? Donc, alors, le deuxième pilier, c'est qu'il faut le matériel ICT, il faut les plateformes et ce qui est très important pour le service public aussi, qu'il y a une sécurité des données utilisées aussi quand on travaille à la maison et pour que le GDPR est conforme, qu'il y a des mesures, comment est-ce qu'on fait des transferts de données online. Et la dernière partie au pilier, c'est la culture, parce que généraliser le télétravail pour 2 ou 3 jours, ça demande quand même une adaptation de la culture organisationnelle. Il y a encore pas mal de dirigeants qui ont l'attitude contrôle, qui sont entourés de leurs gens, qui leur voient travailler. Et maintenant, quand c'est à distance, ça demande quand même une autre approche. C'est beaucoup plus sur la confiance, hein. Et donc, il faut y travailler aussi à cette culture organisationnelle. Qu'est-ce qu'on demande des dirigeants? Donc, sur le leadership et pour tous les collaborateurs, est-ce qu'il y a des compétences spécifiques qu'on demande qu'ils acquièrent ou qu'ils acquièrent quand ils doivent faire le télétravail? Et bien voilà. J'espère, je suis restée dans le temps. Je vous remercie. Et maintenant, je suis ouverte à toutes vos questions. Merci beaucoup, Christine. Et merci d'avoir respecté le timing qui était quand même très court. Donc, merci. Et pour tous les participants, comme on est passé vite sur chaque slide, vous aurez la possibilité de récupérer le support à l'issue de la présentation pour pouvoir le lire plus en détail. Il y a eu quelques questions, mais pas énormément. Donc, vous avez encore la possibilité de le faire dans le chat. Et je vais laisser la parole à Célia Chouamé qui a suivi les questions qui ont été posées et qui en a sélectionné quelques-unes pour Christine. Célia, je te laisse la parole. Bonjour. Effectivement, on a plusieurs questions, notamment plusieurs questions qui reviennent sur les non-télétravailleurs. On avait des personnes qui se demandaient un petit peu quelles étaient les fonctions qui avaient été décidées comme non télétravaillables et quelles étaient les relations en fait entre ces personnes qui occupaient ces postes non télétravaillables et les télétravailleurs. D'accord. En fait, les fonctions non télétravaillables, en fait, il y a une grande partie qui dans Facility, dans la logistique, hein, l'accueil, les nettoyeurs, les gens techniques, hein, ceux qui travaillent aux cuisines parce que les restaurants d'entreprises, hein, d'organisations sont fermés en ce moment. Hein. Et ça, en fait, ces profils-là, hein, il y a une arrêté royal qui va apparaître dans les prochains jours parce que comme ces gens ne peuvent pas faire leur travail en ce moment sur place, parce que il n'y a presque pas de monde ou les restaurants sont fermés, par exemple, ils vont être mis à disposition des hôpitaux ou à des maisons de repos pour qu'ils puissent faire leur travail qu'ils font normalement chez nous. S'il y a un besoin d'aide, qu'ils peuvent être mis à disposition là aussi. Il y a une autre partie de fonctions non télétravaillables, par exemple, dans les prisons, hein, ceux qui font les gardes et tout cela. Évidemment, là, là, le service doit continuer. Hein, et là, on a quand même aussi pris des mesures qu'il y a une permanence nécessaire qui doit être là. Alors, en ce moment, on rencontre quand même une problématique que certains gens qui doivent continuer à travailler disent que c'est pas, surtout pour les gens, parce que, je vais vous dire, donc, la première période de la période sanitaire, en mars et en avril, les fonctions non télétravaillables ont été mises
à la maison et ils ont continué à recevoir leur salaire. Mais ça, c'était une situation qui était presque intenable parce qu'il y avait trop de gens qui devaient encore venir travailler et qui ne trouvaient pas ça honnête, je vais dire ça comme ça. Hein. Et alors, c'est pour ça que maintenant, on a pris l'option que les fonctions qui ne sont pas télétravaillables, qui sont quand même alors mises à disposition pour aller travailler ailleurs, dans les services publics, dans des hôpitaux et des services publics, mais aussi dans le privé. Merci beaucoup pour cette première réponse. On avait d'autres questions, notamment sur les encadrants, leur possibilité ou non, eux aussi, de bénéficier de 3 jours par semaine de télétravail et comment est-ce qu'ils arrivaient à suivre leurs salariés sans passer par un petit peu cette notion de contrôle qu'on a souvent en présentiel. D'accord. Donc, en fait, oui. Donc, en fait, la question est que comment est-ce que, allez, parce qu'ils, comment est-ce que les chefs hein, ont subi la transformation parce qu'ils ont été obligés maintenant qu'il y a 2 ou 3 jours, allez, ou plus de télétravail. Hein, comment est-ce qu'ils ont changé leur façon de diriger? C'est ça que vous me posez. Exactement. D'accord. Et surtout, est-ce qu'eux aussi ont droit du coup à ces 3 jours par semaine Ah oui, 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 tout le monde, oui, tout le monde. Même les grands directeurs, les mandataires chez nous, maintenant, moi, je suis à Bruxelles, je suis ici sur une surface toute seule. Parce que normalement, je ne peux pas venir, sauf si c'est vraiment nécessaire. Hein. Et donc, même, allez, c'est pour tout le monde que le télétravail a été obligé. Et donc, il y a une problématique spécifique pour les dirigeants, hein, parce que ils ont demandé pas mal de questions aux ressources humaines aussi, parce qu'il y a des chefs qui disaient, est-ce que je dois demander qu'ils fassent des listings tous les jours? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je dois contrôler qu'ils travaillent 8 heures par jour, hein, par exemple? Et là, on a vraiment été donner du support que, par exemple, le contrôle comme ça, il faut ça faire autrement. Il faut rediscuter les objectifs et il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce que vous voulez comme résultat et alors mettre des moments d'intervention ou un certain moment d'avoir des meetings avec ses collaborateurs pour dire où est-ce que vous en êtes dans le projet. Mais pas demander chaque jour qu'est-ce que vous avez fait et tout cela. Donc, ce sont tous, allez, ça peut apparaître simple, mais c'est des choses qu'on a dû expliquer à certains chefs qu'il faut s'entreprendre comme ça. Il faut créer une relation, surtout obtenir des objectifs, définir des objectifs et suivre c'est quoi les résultats, mais pas tous les jours contrôler qu'est-ce que vous avez fait, par exemple. Est-ce que c'est une réponse à ce que... Oui. Très bien, c'était une réponse très intéressante. On a également plusieurs questions sur l'intégration à distance des nouveaux arrivants. Comment est-ce que vous voulez gérer ces intégrations en Belgique? D'accord. En fait, je vais parler de l'expérience qu'on a au SPF Bosa, hein, donc chez nous. On a dû adapter notre politique d'accueil. Hein. On a dû faire une politique d'accueil online. Ça veut dire qu'à l'avance, avant que les gens commencent chez nous, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas venir au bureau même, hein, ils ont reçu tout le matériel, le laptop et tout cela, pour que leur premier jour officiel de travail, ils pouvaient se connecter et là, ils avaient une introduction par RH sur la façon pratique de travailler sur l'organisation, un peu l'accueil qu'on fait physiquement, on l'a adapté à un accueil online. Alors, on a introduit extra d'avoir un mentoring, hein, parce qu'ils ont contact avec les chefs, ils sont introduits online avec leur équipe, mais on a ajouté qu'ils ont un mentor pour que quand ils ont des questions pratiques, ils ont une personne en plus qui s'occupe d'eux. En plus, RH contactait après 1 semaine, 2 semaines, après 1 mois,
tous les nouveaux entrants seulement pour leur demander est-ce que vous avez encore des questions, comment ça va, hein? Donc, on a fait tout un trajet online. Alors, pour qu'ils puissent, parce que pour nous, la plus grande difficulté est aussi, ils ne sentent pas dans quelle organisation, dans quelle culture est-ce qu'ils rentrent. Parce qu'à distance, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on a fait, et on fait ça tous les 3 mois. On va maintenant, début décembre, organiser ça pour la 2e fois. On a aussi organisé pendant 1 heure qu'ils font connaissance avec tous les directeurs. Et tous les directeurs présentent en 5 minutes c'est quoi mon département. Et les gens peuvent alors aussi demander par chat des questions qu'ils ont. Mais comme ça, ils ont une fois vu aussi c'est qui les directeurs, parce que normalement, autrement, ils les rencontrent ou il y a une journée d'accueil physique qu'on fait. Hein, et donc, on a un peu fait des choses extra pour qu'il y ait quand même la connexion online aussi. Mais ce n'est pas facile parce que il faut aussi voir, et vous allez voir ça quand vous déplorez en détail, les attentes des plus jeunes, donc entre les entrées entre 20 et 26 ans. Parfois, on peut croire que ces jeunes travailleurs aimeraient bien d'avoir 4-5 jours de télétravail, mais eux viennent à... Excusez-moi. Eux viennent à une demande de 1 à 2 jours maximum de télétravail parce qu'eux aiment rencontrer physiquement les gens. Ils doivent encore établir des relations, ils doivent encore établir un networking et ce sont eux qui manquent le plus. Oui, le contact, je veux dire, et de venir physiquement à Bruxelles. C'est noté. Peut-être une dernière petite question, comme on a encore un petit peu de temps. On avait notamment une question sur la gestion un petit peu des personnes qui sont réfractaires au télétravail. Comment est-ce que vous avez pu mettre en place une démarche un petit peu d'accompagnement auprès de ces publics plus spécifiquement? Donc, pour les personnes qui ont des difficultés excusez-moi, donc pour des personnes qui ont des difficultés de travailler avec les ordinateurs et tout cela, c'est ça que vous voulez Non, dire? plutôt Non. alors éventuellement ça peut être un problème d'ordinateur, mais plutôt les personnes qui n'ont pas envie de télétravailler, ne sont pas intéressées, enfin, Ah oui. Ben, oui, mais en fait, on a eu une période ici en Belgique, en mars et en avril, on était vraiment interdit de venir parce qu'on ne pouvait pas se déplacer, on ne pouvait pas sortir de son village, je vais dire ça comme ça. Hein. Mais à partir de mi-mai, hein, c'est devenu un peu plus souple et le télétravail était toujours conseillé, mais on n'a plus interdit à certaines personnes de venir au bureau s'ils le souhaitaient. Parce que ce n'est pas si évident de travailler avec 3 petits-enfants à la maison. Hein, et donc, il y avait vraiment certains gens qui voulaient venir au bureau. Donc, il y a une certaine souplesse, hein, pour laisser revenir des gens qui voulaient vraiment, allez, qui n'aiment pas le télétravail ou que c'est dû au contexte que c'est presque, allez, c'est pas vraiment travaillable. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Mais on est maintenant à nouveau dans une situation qu'ils ne peuvent pas, même s'ils veulent venir, qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi fait qu'ils peuvent suivre hein, pour un peu rendre attractif aussi le télétravail. Hein. On a fait un grand choix de formations online qu'ils peuvent suivre. Et c'était vraiment avec des webinaires, c'était sur une plateforme et on a créé une offre très large et on a aussi incité les gens à prendre le temps comme ils sont, allez, de prendre le temps maintenant de suivre des formations. Ça, c'est une des choses. Alors, ben oui, on a été très souple parce que je sais que, allez, pour certaines personnes, parce qu'il y a le contexte où ça rend difficile pour télétravailler, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas très bien avec l'ordinateur et qui devaient quand même maintenant, oui, télétravailler à la maison. Hein. Donc là, les chefs ont leur aidé à faire des emails, à travailler avec Outlook, parce que tout le monde n'était pas allez,
n'avaient pas l'habitude de travailler avec tous les outils de communication qu'on doit utiliser quand on travaille online. Et donc, les chefs ont leur aidé à apprendre à travailler avec cela aussi. Mais on a quand même été très, très souple là-dedans. Merci beaucoup, Christine, pour cet éclairage. C'est vraiment précieux de pouvoir avoir votre témoignage et puis de voir aussi que les problématiques qu'on se pose en France se posent partout avec des difficultés. Je pense qu'on fait l'écho parce qu'on rencontre beaucoup des participants ici. On va maintenant passer au temps d'échange en sous-groupe. Donc, on va prendre 1 heure, justement, vous l'évoquiez à la fin, pour partager des pratiques très simples, très concrètes sur 2 grands sujets. Un premier grand sujet, donc il y aura 3 sous-groupes qui travailleront sur comment accompagner au mieux le déploiement du télétravail en matière de cadre, en matière de formation, en matière d'accompagnement. Et un deuxième groupe d'ateliers, donc 3 ateliers également, sur comment organiser le télétravail, qui sera plus centré sur les pratiques managériales à mettre en œuvre, à transformer, à faire évoluer par rapport à ce qu'on fait habituellement pour que ça fonctionne bien dans un management à distance. Donc, merci beaucoup, Christine. Au plaisir de vous revoir dans un autre événement. Et je crois que vous participez aussi à un atelier, donc vous allez continuer les débats avec les participants. Pour tous les participants, moi, je vous invite, merci beaucoup. Je vous invite à vous référer au message que vous avez, à l'email que vous avez reçu hier normalement, dans lequel vous allez trouver un lien pour une réunion GoToMeeting. Et ensuite, on vous retrouve à nouveau sur ce lien de webinaire pour faire la restitution des différents ateliers et puis pour conclure. Si vous avez un problème technique, on vous a mis ici les coordonnées de Pauline Martin de la DGFP qui prépare et s'occupe de cette atelier de la transformation RH qui pourra vous apporter des réponses à vos éventuels problèmes techniques. On espère qu'il y en aura le minimum possible. Donc, on vous donne rendez-vous sur la réunion GoToMeeting et on se retrouve tous à 11h10 sur ce webinaire pour débriefer et pour conclure cet atelier. À tout de suite et merci à tous. Écoutez, je crois qu'il ne nous reste plus qu'un groupe à nous rejoindre, le groupe de Valentine. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer la restitution pour qu'on puisse laisser le temps à chacun de s'exprimer, de ne pas trop déborder. Et donc, Célia, je vais te laisser commencer vu que Valentine vient à peine de nous rejoindre. Donc, Célia, je te laisse nous partager le retour du groupe que tu as animé. Très bien. Hop. Alors effectivement, nous on a eu beaucoup d'idées qui ont été échangées, mais je vais vous en partager 3 pour être assez succincte. On a déjà la question de l'importance de maintenir des échanges informels avec 2 solutions qui se rejoignent un petit peu, des cafés Zoom sur un créneau qui soit toujours le même avec la possibilité de se connecter en fonction de sa disponibilité en Nouvelle-Aquitaine, et puis des échanges informels au moins 1 fois par jour au niveau des bureaux de la DGFP. On avait également 3 modules de formation qui ont été créés au niveau toujours de la plateforme RH de la Nouvelle-Aquitaine, avec donc un premier module sur comprendre le télétravail et notamment les aspects juridiques et les risques, être télétravailleur en 2e module et manager le télétravail. Et ensuite, on avait également une dernière idée qui était identifier clairement les outils qui sont les plus intéressants pour donc à la fois des outils pour collaborer, pour faire des visios, pour tenir des réunions ou des ateliers de co-construction. Et donc ça a été fait, apparemment il y a une première liste qui est disponible à la DINUM et c'est une cartographie qui a été également faite au niveau de la PFRH d'Occitanie. Donc voilà les 3 idées parmi celles qui ont été présentées dans notre atelier ce matin. Valentine, je te laisse partager également le fruit des réflexions du groupe 1A qui a fusionné avec le groupe 1C. On a eu un petit souci technique et on s'en excuse, mais ça a permis de regrouper tout le monde au sein de ce groupe animé par Valentine. Alors oui, c'est ça. Donc également, il y a eu beaucoup d'idées qui ont été partagées. Les 3, on a décidé un petit peu de faire ressortir. Donc par rapport à l'obstacle en fait de définir le cadre d'exercice du télétravail, et notamment une idée qui est ressortie, c'est de bien définir les horaires, mais définir les horaires pour l'agent lui-même,
pour être sûr qu'il soit disponible, évidemment en concertation et en échange avec son manager, toujours dans le cadre des horaires classiques, mais de bien définir ensemble en fait ces horaires pour être sûr qu'il soit disponible avec le manager. Ensuite, une deuxième idée, ça a été de rappeler l'importance de bien réfléchir pour l'utilisation de tous ces outils par usage et non pas par outil, justement, dans une optique de long terme, pour être sûr en fait que l'outil corresponde exactement à ce qu'on a envie d'en faire. Et ça, c'est important à la fois pour les agents, mais également même pour les populations plus techniciens informatiques également, pour les aider en fait à bien appréhender tous les problèmes en fait liés à l'informatique. Et enfin, la dernière idée qu'on a décidé de faire ressortir, c'est de parler en fait d'une bonne pratique qui a été mise en place à l'étranger, donc en Inde, avec la mise en place d'un dispositif où chacun peut communiquer sur les compétences de ses collègues, les compétences qu'ils ont particulièrement appréciées. Donc, vraiment un dispositif de reconnaissance entre pairs qui permet de sortir du schéma classique de l'agent manager, mais vraiment ouvert à tous et qui apparemment fonctionne très bien et qui commence à se développer un petit peu en France également. Donc, voilà un petit peu les 3 idées qu'on souhaitait faire ressortir. Et pour continuer, donc sur un angle un petit peu différent sur l'organisation du télétravail, Mathilde, on te laisse nous faire le retour sur le contenu des réflexions du groupe que tu as animé. Alors, en effet, sur la mise en place du télétravail, on a travaillé principalement donc sur 2 sujets, mais je vais vous en partager un, sur le maintien de la cohésion d'équipe à distance. Et donc, les 3 bonnes pratiques que l'on a pu identifier, c'est tout d'abord former les managers. Donc, former les managers au management à distance, à conduire des réunions à distance également, être en mesure de gérer les silences, de prendre la parole à distance, à utiliser les outils et puis également former les managers et bien leur mettre en avant les avantages que peuvent représenter le télétravail. La deuxième bonne pratique que nous avons pu identifier, c'est la mise en place de réunions inversées. Donc, c'est-à-dire de réunions qui sont organisées par le management, mais qui vont laisser la parole aux agents qui vont pouvoir s'exprimer sur divers sujets. Et enfin, c'est quelque chose qui a été déjà exprimé par mes collègues auparavant, mais bien programmer des temps informels, des e-cafés, et de privilégier également des moments où le manager va pouvoir parler à ses agents un à un pour bien s'assurer que tout se passe bien. Merci Mathilde, et on va continuer ce tour d'horizon des bonnes pratiques avec Mathieu. Donc nous, on a abordé essentiellement l'angle de la relation entre l'agent et le manager et comment faire pour baisser la défiance des managers. Donc on a aussi abordé des idées des sujets de formation, former les managers au télétravail, donc non seulement aux outils du télétravail, mais aussi aux pratiques, au comportement. Comment manager un agent à distance. Et puis, en bonne pratique complémentaire, donc au-delà des formations, on a une proposition donc, qui vient de la DGFIP. Pas uniquement ne pas se contenter des formations, mais montrer, expliciter de manière très concrète, très pratique, pour baisser les craintes des managers, que le télétravail ne nuit pas à la productivité. Donc, montrer, expliciter avec des données concrètes, des données chiffrées, des tableaux de bord, des indicateurs, de manière vraiment factuelle, que finalement, le télétravail n'est pas un frein à la productivité de leur équipe, pour les inviter un petit peu à davantage de confiance et à relâcher un petit peu la pression que eux peuvent se mettre et peuvent éventuellement être amenés à mettre sur leurs équipes. Une autre bonne pratique qui a été avancée, c'est de compléter éventuellement de compléter ces formations, donc soit par des ateliers en commun avec différents managers, pour que chacun puisse s'alimenter du point de vue des uns des autres, pour que tous puissent partager entre eux leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, les difficultés qu'ils rencontrent,
pour finalement, dans une logique d'intelligence collective, émerger, ressortir de ces ateliers avec de vraies bonnes pratiques qui dépassent la formation puisqu'elles seraient concrètes, elles seraient adaptées à leur situation. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, éventuellement, comme les sujets de confiance, les sujets de cohésion d'équipe sont des sujets qui sont essentiellement individuels, pourquoi ne pas mettre en place des sessions de coaching individuel collectif, voire des sessions de co-développement, comme c'est déjà le cas, comme c'est envisagé au ministère de l'économie et des finances. Voilà pour trois bonnes pratiques identifiées sur ces sujets. Merci beaucoup. Et pour terminer ce tour d'horizon, je vais laisser la parole à Lucie. Oui, alors du coup, nous, on a travaillé sur 3 thèmes. Le premier thème, c'était atténuer la défiance des managers. Donc, dans les bonnes pratiques qui sont ressorties, c'est qu'il y avait vraiment un travail de pédagogie autour du télétravail. Et le deuxième bonne pratique, c'était vraiment définir en amont de la mise en place du télétravail une organisation avec une répartition claire des activités qui sont faites en télétravail ou sur site et avec tout un volet de comitologie qui doit être respecté. Et finalement, ce qui est ressorti comme troisième bonne pratique, c'est le test and learn. C'est que finalement, on s'est rendu compte qu'en testant la mise en place du télétravail, les managers commencent à voir les bénéfices et à faire tomber leurs freins psychologiques par rapport à la défiance vis-à-vis du télétravail et du coup être plus enclin à pouvoir le mettre en place. Le deuxième thème sur lequel on a travaillé, donc, c'est la cohésion d'équipe. Ce qui ressortait, c'est que finalement, travailler sur la cohésion d'équipe dans une équipe restreinte ou, je dirais, naturelle est plus facile à faire, notamment en mettant en place des outils digitaux pour permettre les temps informels, mais qu'il y avait aussi des choses qui étaient mises en place sur finalement faire des rotations entre les équipes, entre les temps de télétravail et en distanciel et en présentiel pour justement amener les équipes à se rencontrer plus souvent et à casser un petit peu ces temps de distance sociale qui sont fréquents et qui finalement, quand on tire le fil un peu de cette cohésion d'équipe, on se rend compte qu'on a tendance à siloter davantage les équipes d'un département à l'autre et donc il y avait une réflexion qui était posée sur comment finalement développer la cohésion au-delà d'une équipe naturelle, mais entre différents départements, et vraiment travailler sur ce sentiment d'appartenance à une organisation globale. Et dernier thème, le traitement équitable entre les télétravailleurs et les non-télétravailleurs. Ce qui a été proposé, c'est vraiment déjà un premier temps de pédagogie autour de ce qu'est le télétravail. C'est un mode d'organisation du travail et non une prime. Et donc, pour vraiment, auprès des salariés qui en bénéficient et qui n'en bénéficient pas, de bien poser le cadre de ce télétravail-là et de valoriser l'ensemble des métiers qui sont sur le terrain, mais aussi à distance, pour présenter finalement l'intérêt et la plus-value de chacun des métiers dans une organisation qui se veut globale pour contribuer à cette organisation. Et le dernier point, et non trivial, c'est bien sûr la mise à disposition du matériel IT qui est indispensable pour que le maximum de personnes qui veulent télétravailler y aient accès. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et avec Lucie, on a aussi eu un aperçu d'une difficulté du télétravail, à savoir les travaux chez les voisins pendant qu'on est en conférence. Je pense qu'on a tous vu cette problématique-là. Un immense merci à tous pour votre participation, d'avoir joué le jeu de ces temps d'échange collaboratifs à distance. Et donc, pour rappel, vous retrouverez tous les documents, ressources qui ont été évoqués ce matin, les guides, les livrets de restitution, etc., sur les différents portails ou réseaux sociaux de la DGAFP. La restitution qui a été faite des différents ateliers est une restitution bien sûr partielle. On n'a pas pu aborder l'intégralité des bonnes pratiques qui ont été partagées. Et donc, on vous fera parvenir une synthèse de l'intégralité des bonnes pratiques partagées lors des ateliers pour que vous puissiez vous y référer. Et puis, c'était bien sûr un temps très court. Une des bonnes pratiques, c'est aussi d'avoir des réunions à distance qui ne dépassent pas 2 heures. Donc, on s'est contraint à respecter ce timing. Mais on vous invite bien sûr à prendre contact les uns avec les autres au sein des ateliers notamment. Et si vous souhaitez avoir les coordonnées de participants
qui ont partagé une pratique qui vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à solliciter les organisateurs de ce webinaire. L'idée de ces ateliers de la transformation RH, c'est de créer une communauté de pratiques et de personnes. Donc, on vous invite vraiment à ne pas hésiter à vous contacter les uns les autres pour partager des pratiques, d'avoir des temps un petit peu plus longs sur les pratiques que vous avez mis en place chez les uns chez les autres et pour lesquelles vous souhaitez avoir des retours d'expérience. Et donc, pour terminer, je vais vous donner rendez-vous le 9 décembre pour un nouveau webinaire EMRH, donc qui sera sur un format que vous avez pu connaître pour ceux qui avaient participé au mois de juin et juillet dernier, avec plus d'intervenants et un petit peu moins d'ateliers sur un thème qui est un thème essentiel et complexe, qui est celui du management dans un contexte d'incertitude. Donc, on vous donne rendez-vous nombreux pour ce prochain événement EMRH. Un grand merci à vous et à très bientôt.